j'ai rendu la bague alors qu'elle était avec son amant, c'est qu'elle a fait ensuite a laissé tout le monde sans voix. La bague était dans une serviette en papier, pliée parfaitement, coincée entre un ticket de caisse pour 2 gin tonic et l'emballage d'une paille tachée de rouge à lèvres qu'elle avait laissé derrière elle. Elle était à 1 mètre de moi, riant avec lui touchant le bras. Mon nom a même été mentionné. Et non, ce n'était pas un dîner de rupture. Ce n'était pas une scène dramatique de feuilleton. C'était moi, rendant une bague de fiançailles à ma fiancée pendant qu'elle était dans un bar avec son amant, complètement inconsciente que j'étais même dans le même bâtiment. Mais ce n'est pas ça, le plus fou. Ce qui s'est passé après que je sois sorti de ce bar a tout changé. Pas seulement entre nous, mais entre elle et la moitié de notre cercle social. Car une chose que je n'ai pas mentionnée, le coffret de la bague ne contenait pas seulement la bague. Il contenait aussi une clé USB. Et ce qu'il y avait dessus? Eh bien, j'y viendrai. Mais d'abord, revenons exactement 11 heures en arrière. Pas 11 jours, pas 11 mois. 11 heures avant que tout n'explose. Je me suis encore réveillé sur le canapé du salon. Pas parce qu'on s'était disputé, pas parce que je ronfle, mais parce qu'elle disait avoir besoin d'espace et ne pas pouvoir dormir à côté de quelqu'un qui ne comprenait pas où elle en était émotionnellement. Oui, voilà ce que je suis devenu. Le type qui dit bonne nuit à un couloir. J'ai fait du café, comme toujours. J'ai laissé un post-it sur le frigo pour lui rappeler le dîner d'anniversaire de son père. Elle n'a pas répondu. Au lieu de ça, elle a quitté la maison dans un nuage de parfum, habillée autrement que pour le travail. C'est là que les signaux d'alarme ont commencé à me fouetter le visage comme du linge mouillé dans une tempête. J'ai vérifié son calendrier. Vide. J'ai vérifié ses messages professionnels. Oui, je connais son mot de passe. Jugez-moi plus tard. Rien de prévu. Mais ses talons préférés avaient disparu. Ce qu'elle ne porte que lorsqu'elle veut attirer l'attention. Alors, comme l'épave anxieuse et sans colonne vertébrale que je suis resté à la maison et j'ai fait semblant de m'en ficher jusqu'à ce qu'un ami m'envoie un texto à 20h17 avec une photo. C'était elle, au bar Becklès. Pas avec des amis, avec un homme. Pas n'importe quel homme. Lui. Le type de ces histoires de salle de sport, le gars tellement hilarant. Celui qui, selon elle, ne s'intéresserait jamais à quelqu'un comme moi. Il s'avère que si. Alors, j'ai conduit. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas crié. Je n'avais même pas prévu d'entrer, mais je l'ai fait. Et j'ai regardé, et j'ai laissé la bague derrière moi. Maintenant, si vous pensez que c'était audacieux, attendez de voir ce qu'elle a fait quand elle a ouvert cette boîte. Elle a crié, non pas à cause de la bague, mais à cause de ce qui l'accompagnait. Au début, elle n'a même pas remarqué la boîte. Selon le barman, qui m'a contacté plus tard, elle est revenue des toilettes, tout sourire, a embrassé ce type sur la joue comme s'ils étaient déjà un couple, et a commandé une autre tournée. Elle était radieuse. Pendant ce temps, le barman a fait glisser la boîte sur le comptoir et a dit « Votre fiancé a laissé ça pour vous ». D'abord, elle a ri. Elle a cru que c'était une blague, mais ensuite elle a vu mon nom sur la petite étiquette que j'avais collée en dessous. Pour Noël. De la part du type qui te croyait honnête. C'est là que sa main s'est figée sur son verre. Le type à côté d'elle lui a apparemment demandé ce qui se passait, mais elle n'a pas répondu. Elle a ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait la bague de fiançailles, parfaitement droite dans son emplacement d'origine. Et juste en dessous, à peine visible à moins de soulever la mousse, se trouvait une minuscule clé USB noire. Je savais qu'elle la vérifierait. Elle est trop curieuse pour ne pas le faire. Et quand elle l'a fait, quand elle a enfin trouvé un endroit privé et l'a branché, c'est là que tout a commencé à s'effilocher plus vite que je ne l'aurais jamais imaginé. Car cette clé USB ne contenait pas seulement des photos ou de vagues menaces. Elle contenait des vidéos, 2 courtes vidéos. La première était un enregistrement d'écran de mon ordinateur portable datant de 2 semaines, montrant son écran s'affichant en miroir sur mon moniteur par accident. Elle échangeait des messages avec le même type avec qui elle était maintenant assise au bar. Les textos étaient horribles, méchants, froids. Des blagues sur le fait que Clifton pleurerait pour une boîte de céréales cabossées, et que le mariage serait une bonne excuse pour lui soutirer un dernier cadeau avant de disparaître. Elle disait que j'étais comme une petite plante triste qui n'arrête pas de demander de l'eau à un évier cassé. La deuxième vidéo, celle-là était pire. Et honnêtement, ça m'a fait mal de la monter. C'était des images de la caméra de sécurité du hall de notre immeuble,
2 nuits auparavant. Elle se faufilant vers minuit, les cheveux en désordre, gloussant avec le même type, s'arrêtant juste à l'intérieur de la porte pour l'embrasser avant de monter les escaliers sur la pointe des pieds. J'avais demandé les images en dernier recours. Je n'aurais jamais pensé en avoir besoin. Maintenant, avant que vous ne pensiez que je suis une sorte de génie de la vengeance, laissez-moi être clair. J'étais au plus mal en faisant tout ça. Les mains tremblantes, le cœur battant, me demandant si j'allais trop loin ou pas assez. Je ne voulais pas la détruire. Je voulais juste qu'elle sache que je savais. Je voulais qu'elle ressente ce moment de panique dans lequel je vivais depuis des semaines. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'était sa réaction. Car à la minute où elle a ouvert la boîte et vu cette clé, elle a quitté le bar sans un mot. Elle ne lui a pas dit au revoir. Elle n'a pas fini son verre. Elle a juste disparu. Et 3 heures plus tard, alors que j'étais assis seul sur un parking faiblement éclairé devant une pharmacie, essayant de respirer, elle a commencé à appeler. D'abord 1 fois, puis 3 fois, puis en rafale, appel après appel. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé l'écran clignoter avec son nom comme si ça signifiait quelque chose. Je ne pouvais pas encore me résoudre à entendre sa voix. Mais ensuite est arrivé le texto, une seule ligne qui m'a noué l'estomac. Cliff, il faut qu'on parle. Ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ce que je crois. Elle pensait vraiment que ça marcherait. Mais je n'étais pas prêt pour le vrai retournement de situation. Ce qu'elle a fait le lendemain matin a pris tout le monde au dépourvu, y compris son amant, et surtout moi. Et ça a commencé par une visite à mon lieu de travail, devant mon patron. Je suis arrivé au travail le lendemain matin en espérant, en suppliant qu'elle laisse simplement le silence s'installer entre nous pendant quelques jours. J'avais besoin d'air. J'avais besoin d'espace. Au lieu de ça, à la seconde où j'ai franchi l'entrée latérale du service informatique, je l'ai vue. Noël, vêtue de la même blouse blanche que la veille, debout devant la porte de mon bureau comme si elle était chez elle. Son maquillage était coulé, ses cheveux attachés à la va-vite, et elle avait l'air de ne pas avoir dormi. Je me suis figé. Il y avait 3 collègues qui marchaient derrière moi, et je sentais leur pas ralentir. Tout le monde connaissait Noël. Elle était venue aux événements de l'entreprise, avait souri pour les photos de groupe, avait même apporté des cookies pendant la période des impôts comme si elle auditionnait pour le rôle d'une sainte. Mais aujourd'hui, elle ressemblait à une femme au bord d'une falaise, espérant désespérément que le sol tienne bon. Clifton, dit-elle doucement, et je jure que la température de la pièce a chuté de 10 degrés. Je n'ai pas répondu, je suis juste passé devant elle et j'ai ouvert ma porte. Je l'ai entendu murmurer, « S'il te plaît », alors qu'elle me suivait à l'intérieur, sans même attendre une invitation. Mon manager, Jérémy, passait par là à ce moment précis et a assisté à toute la scène. J'ai vu ses sourcils se lever légèrement. Il ne s'est pas arrêté, mais je savais qu'on en parlerait à l'heure du déjeuner. Noël a fermé la porte derrière elle et a immédiatement commencé à pleurer. Pas des lamentations dramatiques, plutôt des sanglots doux et frénétiques. Le genre qui vous oblige à la réconforter, même si elle vient de mettre le feu à votre maison. J'ai tout gâché, murmura-t-elle. Je sais que je l'ai fait, mais tu ne comprends pas, je n'ai pas parlé. Je me suis juste appuyé contre mon bureau, les bras croisés, fixant le sol, car si je la regardais, j'allais soit crier, soit m'effondrer. Tu m'as pris au dépourvu, dit-elle soudain, comme si c'était moi qui l'avais trahi. Tu m'as humilié, Clifton, en public, avec cette clé USB. J'ai enfin levé les yeux. Tu étais à un rendez-vous avec un autre homme. Non, lança-t-elle trop vite. Ce n'était pas comme ça. C'était juste pour boire un verre. J'ai ri. J'ai vraiment ri, d'un rire qui sonnait amer et pathétique à la fois. Tu lui tenais la main, Noël. Tu flirtais comme si je n'existais pas. Comme si je n'avais jamais existé. Elle a détourné le regard, la mâchoire serrée. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Oh, donc ce n'était qu'une trahison émotionnelle. Merci de clarifier. Le silence a rempli le bureau. Elle a reniflé. Je suis venu ici pour dire que je suis désolé. Je ne veux pas te perdre. J'ai voulu demander pourquoi. Pourquoi maintenant? Pourquoi après tous les mensonges? Pourquoi après m'avoir traité de « petite plante triste » dans une conversation de groupe que je n'étais pas censé voir? Mais à la place, j'ai posé la seule question qui comptait vraiment. Est-ce que tu l'aimes? Elle a hésité,
Et c'était suffisant. Ses yeux sont tombés sur le sol, et je jure avoir vu quelque chose changer sur son visage. Pas de la culpabilité, de la stratégie. Elle s'est approchée de moi, les bras tendus, la voix tremblante. Cliff, s'il te plaît, on peut arranger ça. Tu n'es pas parfait non plus. Et c'est là que j'ai réalisé qu'elle n'était pas venue pour s'excuser. Elle était venue pour contrôler les retombées. Et cette théorie s'est confirmée à peine 5 minutes plus tard, quand mon téléphone a vibré avec une nouvelle notification. Un message de son, simple ami, avait fuité. Et ce n'était pas seulement pour moi. C'était pour tout le monde, mes amis, mes collègues, ma famille. Une conversation de groupe avait été exposée. Des captures d'écran. Et mon nom était partout. Elle n'était pas venue pour s'excuser. Elle était venue pour couvrir ses arrières avant que je ne voie ce qui allait suivre. Les captures d'écran m'ont frappé comme un train de marchandises. Non pas parce qu'elles étaient inattendues, mais à cause de leur volume. Des dizaines de messages, de paragraphes, de fils de discussion. Et le pire, c'est qu'elle ne se contentait pas de se défouler ou de tromper émotionnellement. Elle se donnait en spectacle devant un public. La conversation de groupe incluait son amie de la salle de sport, Valérie, ce simple ami, le type du bar dont je connaissais maintenant le vrai nom, Trey, et 2 autres femmes que je reconnaissais à peine de ses réseaux sociaux. Tout le fil de discussion était un cirque cruel, et j'en étais le dindon de la farce. Il m'avait surnommé, Clippy, comme le vieux trombone de Microsoft, car apparemment, je surgissais toujours pour essayer d'aider quand personne ne demandait rien. Un message disait, il m'a encore proposé de me masser les pieds après le yoga. Mignon, mais je jure que j'ai failli lui rire au nez. Un autre, il plie mon linge en petits carrés parfaits. J'ai l'impression de vivre avec un robot bibliothécaire. Mais celui qui m'a anéanti disait, une fois marié, je prendrai un appartement à Charlotte et je lui dirai que j'ai eu une promotion. On se séparera pour des raisons professionnelles et je serai libre. J'ai lu celui-là 3 fois. Puis une 4e. Ma fiancée, cette femme avec qui j'avais passé 3 ans à construire un avenir, avait apparemment planifié une stratégie de sortie avant même de marcher jusqu'à l'hôtel. Et elle trouvait ça drôle. Elle pensait que j'étais une blague, un plan de secours doux et prévisible. Je suis resté dans mon bureau pendant 1 heure, la porte verrouillée, incapable de penser clairement. Noël était parti quelques minutes auparavant, pensant probablement que ses larmes de crocodile lui avaient acheté plus de temps. Elle n'avait aucune idée que sa toile de manipulation venait de se déchirer en grand. Mais le problème, c'est que je ne savais pas quoi faire ensuite. Je ne suis pas le genre de type qui s'épanouit dans le chaos. Je ne prends pas de décisions audacieuses. Je ne crie pas, je ne jette pas d'objets, je ne disparais pas avec une phrase finale pleine de panache. Au lieu de ça, j'ai sombré. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis juste resté allongé dans l'appartement que nous partagions encore, fixant le plafond pendant qu'elle dormait de l'autre côté du lit comme si de rien n'était. À 3 heures du matin, je me suis levé, je suis allé à la cuisine et je me suis fait un thé. Elle est arrivée quelques minutes plus tard, dans un de mes vieux sweats à capuche, comme si c'était son bouclier. « Tu as tout vu, n'est-ce pas » a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu. « C'était juste des blagues » a-t-elle ajouté. Tu sais comment les filles parlent. Des filles ? Ce groupe incluait un homme qui l'avait embrassé 2 nuits auparavant dans notre hall. Quand je n'ai pas répondu, elle s'est approchée. Clifton, tu réagis de manière excessive. Je me défoulais, c'est tout. Je ne pensais rien de tout ça. Je t'aime. Tu sais que je t'aime. Non, je ne le savais pas. Et le pire, c'est que je n'étais même plus sûr de l'avoir jamais vraiment connue. Peut-être que j'aimais l'idée d'elle. Peut-être que j'avais construit une relation sur des suppositions et des illusions pleines d'espoir. Parce que la version de Noël qui souriait en face de moi au dîner n'était pas la même femme qui tapait, hâte d'être enfin libre de ce type, dans une conversation de groupe avec des émojis qui rient. Le lendemain, elle est partie rester chez une amie pour quelques nuits. Je pense qu'elle sentait le changement, que quelque chose en moi s'était brisé, tranquillement. Mais je n'ai pas pleuré quand elle a fermé la porte. Je n'ai même pas bougé. Je suis juste resté assis à table, le thé froid toujours intact, et j'ai réalisé que je ne pouvais pas la laisser s'en tirer comme ça. Elle m'avait humilié, m'avait menti, m'avait utilisé. Mais la clé USB, ce n'était que le début. J'avais plus que des preuves maintenant. J'avais un levier.
Et ce que j'en ai fait ensuite a transformé toute cette affaire en une tempête que personne n'avait vu venir. 3 jours après le départ de Noël, j'ai fait quelque chose de complètement inhabituel pour moi. Je ne suis pas resté assis tranquillement. Je n'ai pas espéré tourner la page. Je n'ai pas attendu des excuses qu'elle était clairement incapable de formuler. À la place, j'ai imprimé chaque capture d'écran de la conversation de groupe qui avait fuité. Chaque message, chaque photo, et chaque insulte remplie d'émojis, et je les ai glissés une par une dans un classeur soigneusement organisé, étiqueté bien sûr, car même dans le chaos, je reste un organisateur compulsif. Puis j'ai fait des copies, 12 d'entre elles. Je ne savais pas exactement ce que j'allais en faire encore, mais je savais qu'elles n'étaient pas seulement pour moi. Le même après-midi, la sœur de Noël, Lassie, m'a appelé. Elle avait toujours été la plus gentille de sa famille. La seule qui m'ait jamais traité comme plus qu'un bouche-trou. Cliff, qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-elle nerveusement. Noël est en panique. Elle ne veut dire à personne ce qui s'est passé. J'ai marqué une pause un instant, puis j'ai dit d'un ton neutre, elle te le dira bientôt. Fais-moi confiance. Car j'avais un plan maintenant. Il s'était mis en place tard la nuit précédente, alors que je regardais les photos de fiançailles pour lesquelles nous avions payé près de 2000 $. Nous y étions, en jean assorti, riant sur un banc de parc. Moi la regardant comme si elle était magique. Elle regardant l'objectif comme si elle savait déjà que ça ne durerait pas. J'ai préparé une boîte avec la bague, le classeur, une copie de la clé USB, et un mot qui disait « Il mérite de savoir la vérité, n'est-ce pas ?» Et je l'ai posté à son père. Il était pasteur, le genre qui parlait toujours d'honnêteté, de loyauté et de caractère lors des dîners du dimanche. Il m'adorait. Je ne sais pas s'il croyait vraiment que j'étais assez bien pour sa fille, mais il respectait la façon dont je la traitais. Il me l'a dit une fois alors que nous réparions un cadre photo de travers dans leur couloir. J'ai posté la boîte le matin. Le lendemain à midi, l'enfer s'est déchaîné. Mon téléphone s'est illuminé d'appels manqués de numéros que je ne reconnaissais pas. Son père, sa mère, même sa tante de Caroline du Sud. Mais je n'ai pas répondu. Non pas par cruauté, mais parce que je ne voulais pas entendre leur tentative choquée et embarrassée de transformer sa trahison en quelque chose de compliqué ou de mal compris. Noël est revenue. Cette fois, elle a martelé la porte. « Clifton, qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle crié à travers le bois. « Pourquoi as-tu mêlé ma famille à ça ?» J'ai ouvert la porte juste assez pour la regarder dans les yeux. « Tu m'as humilié devant des inconnus, ai-je dit. J'ai pensé que ta famille méritait au moins la même courtoisie. » Elle tremblait, furieuse, et pour la première fois, non pas parce qu'elle s'était fait prendre, mais parce qu'elle avait perdu le contrôle. C'est tout ce que ça avait toujours été pour elle. Le contrôle. De la relation, de l'histoire, de notre image. « Tu as tout gâché », a-t-elle murmuré. « Non, les jeux corrigés. C'est toi qui as fait ça. Je n'ai fait que le documenter. » Elle a essayé de se frayer un chemin à l'intérieur, mais je l'ai bloqué. « Tu dois partir, Noël. Et ne reviens pas sans un avocat. » Elle a eu le souffle coupé. « Tu es sérieux ?» J'ai hoché la tête. Complètement. Elle a ri. Un son creux, paniqué. « Tu n'es pas assez fort pour aller jusqu'au bout. » Peut-être pas, mais je ne serai plus ton idiot. J'ai fermé la porte, les verrouillé, et enfin, j'ai eu l'impression de prendre ma première respiration complète depuis des semaines. Mais le lendemain matin, quelque chose s'est produit qui m'a rappelé jusqu'où elle était prête à aller pour protéger ses mensonges. Car en arrivant au travail, mon patron m'a appelé et m'a dit que quelqu'un avait déposé une plainte contre moi. Le bureau des ressources humaines a ce silence stérile et étouffant qui vous fait vous sentir coupable juste de respirer. Mon patron, Jérémy, ne m'a même pas regardé dans les yeux quand il m'a demandé de m'asseoir. La responsable des RH, Vanessa, avait déjà un dossier en manie sur la table. Je sentais mon cœur dans ma gorge. Je n'avais même pas enlevé ma veste avant qu'elle ne prononce les mots qui m'ont glacé le sang. Il y a eu une plainte, Clifton. D'un tiers, alléguant un comportement numérique inapproprié sur le lieu de travail. J'ai cligné des yeux, stupéfait. Je suis désolé. Quoi? Vanessa a tapoté doucement le dossier. Quelqu'un a déposé une plainte selon laquelle vous auriez utilisé les ressources de l'entreprise pour mener une campagne de diffamation personnelle, ciblant spécifiquement votre fiancé, ses communications privées et son image.
Que vous auriez distribué du contenu non autorisé et utilisé des systèmes internes pour diffuser des documents diffamatoires. J'ai eu envie de rire. Diffamatoire. C'est elle qui avait menti, triché, s'était moquée de moi dans mon dos. Et maintenant, parce que je refusais de me taire, j'étais en quelque sorte le méchant. Ce sont des représailles, ai-je dit sèchement. J'ai révélé la vérité. Je n'ai pas utilisé les outils de l'entreprise. J'ai utilisé mes propres appareils personnels, ma connexion Internet à la maison, et les preuves provenaient de ma propre relation. Rien de tout cela n'a à voir avec cette entreprise. Jérémy m'a enfin regardé. Son expression était tendue. Cliff, je te crois, mais elle a soumis ça avec des captures d'écran, modifiées d'après ce qu'on peut voir, mais ça a quand même déclenché une procédure officielle. Les RH doivent tout documenter. Tu n'es pas suspendu, mais nous devons être prudents. Vanessa a ajouté, nous aurons besoin de votre déclaration écrite complète, et nous vous recommandons de limiter les contacts avec toute personne impliquée pendant que nous enquêtons. J'ai hoché la tête lentement. Mes mains tremblaient, mais je les ai gardées sous la table. Elle n'essayait pas seulement de sauver la face. Elle essayait de brûler tout ce qui m'entourait jusqu'à ce que je sois trop enseveli sous les cendres pour me battre. J'ai quitté le bureau avec l'avertissement de ne pas discuter de l'affaire avec mes collègues, mais il était trop tard. La machine à rumeurs s'était déjà activée. J'ai croisé 2 personnes qui chuchotaient près de la salle de pause. J'ai entendu mon nom. J'ai vu les regards. Peu importait que j'ai toujours été le Clifton calme et fiable, le gars qui restait tard pour réparer les imprimantes cassées et apportait des câbles supplémentaires quand personne ne le demandait. Il n'a suffi que d'une allégation, d'un murmure d'inconvenance, et soudain, j'étais radioactif. J'ai passé le reste de la journée à faire semblant de travailler, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. Ma boîte de réception était silencieuse. Personne ne m'a envoyé de message. L'absence de communication était plus bruyante que n'importe quel mot. Cette nuit-là, je me suis assis seul dans l'appartement, fixant un mur qui avait encore des photos encadrées de nous. L'une d'elles datait de Noël dernier. Noël portait ma chemise en flanelle, souriant, tenant une tasse de chocolat chaud. Elle avait l'air réelle, heureuse, comme si la trahison n'avait pas déjà commencé. J'ai décroché le cadre et je l'ai fracassé sur le carrelage de la cuisine. Ça ne m'a pas fait me sentir mieux. Le lendemain matin, j'ai reçu un message vocal d'elle. Pas un appel, un message vocal. Sa voix était basse, secouée. Cliff, je suis allé trop loin. Je sais. Je ne voulais pas mettre ton travail en péril. J'ai juste paniqué. S'il te plaît, rappelle-moi. S'il te plaît. Elle était en train de sombrer. Je pouvais le sentir dans chaque pause. Chaque note désespérée de sa voix. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait absolument pas imaginer, c'est que la tempête n'était pas terminée, car quelqu'un d'autre avait rejoint le chaos. Quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Et cette personne avait des informations qui pouvaient enterrer Noël complètement. Le texto est arrivé à 2h14 du matin. J'ai failli ne pas le vérifier. J'ignorais les notifications toute la semaine, espérant que le bruit numérique se calmerait si j'arrêtais de répondre. Mais quelque chose dans le numéro me semblait familier. Quand je l'ai ouvert, je me suis figé. Clifton, c'est René. Il faut qu'on parle. C'est à propos de Noël. C'est pire que tu ne le penses. René était mon ex. Nous ne nous étions pas parlé depuis avant ma rencontre avec Noël. La rupture avait été compliquée, émotionnelle, et en grande partie de ma faute. Je n'étais pas prêt à l'époque et elle voulait plus que ce que je pouvais donner. Je ne m'attendais jamais à avoir de ces nouvelles, et certainement pas au milieu de ce cauchemar. J'ai hésité. Ça aurait pu être une ruse, du drame, un coup monté. Mais la curiosité, ou peut-être le désespoir, l'a emporté. J'ai répondu, appelle-moi. Pas maintenant. Demain matin, s'il te plaît. À 8h07, mon téléphone s'est allumé. Cliff, je suis désolé de te balancer ça comme ça, dit-elle, la voix un peu essoufflée. Mais je connaîtrais le type que Noël fréquente. Il est sorti avec ma cousine. C'est un type à problème. Et il y a quelque chose que tu dois absolument savoir. J'ai fermé mon ordinateur portable, le cœur s'accélérant déjà. Vas-y, elle n'a pas hésité. Trey n'est pas juste une aventure sans lendemain. Il a l'habitude de collectionner les femmes,
surtout celles qui sont en couple, et de s'en vanter. Il y a ce groupe privé, un de ces forums dégoûtants de Mal Alpha où il se vante de ses conquêtes, et Clifton. Il a posté à propos de Noël. Mon estomac s'est noué. Elle a continué à parler, ses mots rapides et chargés de regrets. Des captures d'écran, des photos, se vantant de la facilité avec laquelle ça s'est fait. Il a même prétendu qu'il couchait avec elle avant que tu ne la demandes en mariage. J'ai eu l'impression que le sol basculait sous moi. Je me suis agrippé au bord du bureau, essayant de calmer ma respiration. Tu es sûr que c'est elle? J'en suis certaine. Elle a un tatouage sur l'omoplate, n'est-ce pas? Un petit dessin de triangle. Elle en avait un. Personne d'autre n'aurait pu savoir ça à moins d'avoir été proche. René m'a envoyé le lien, la publication, le fil de discussion, tout. Elle était là. Noël. Le visage flouté, oui, mais reconnaissable sans le moindre doute. Sa légende m'a donné la chair de poule. Fiancée à un paillasson. Elle ne pose même pas de questions quand elle rentre tard. Les week-ends sont à moi. Compte à rebours avant de torpiller le mariage. J'y ai 23 jours. 23 jours. Il avait posté ça 2 semaines auparavant, alors qu'elle faisait encore semblant de planifier une vie avec moi. Je suis resté assis là, à regarder l'écran, hébété. Et puis la fureur a commencé à monter. Il ne s'agissait plus seulement de trahison. Il ne s'agissait même plus de la conversation de groupe ou des mensonges ou du coup des RH. C'était une humiliation systématique, un démantèlement coordonné de ma vie par des gens qui ne me voyaient que comme un tremplin. J'ai tout rassemblé. Chaque capture d'écran, chaque message, le fil de discussion complet du forum, et je l'ai envoyé au RH. Je leur ai raconté toute l'histoire, j'ai tout exposé depuis le début, la clé USB, le harcèlement, la manipulation, les représailles. Vanessa a répondu en moins de 2 heures. Nous prenons cela très au sérieux. Merci pour votre transparence. Je vais immédiatement transmettre cela à notre équipe juridique. Et puis est venu le message que je n'attendais pas, de trait. C'était un mémo vocal, juste 4 mots. Tu as déclenché une guerre. Je n'ai pas répondu. Parce que je n'avais pas besoin de mener une guerre. J'avais déjà gagné. Noël ne le savait tout simplement pas encore. Mais elle allait l'apprendre. Car la dernière pièce, la seule chose qu'elle craignait le plus, était déjà en route vers sa porte, gracieuseté de ma mère. Ma mère n'a jamais été du genre à s'impliquer dans ma vie personnelle. Elle est douce, calme, enseigne à l'école primaire et écrit encore des cartes de Noël à la main à des gens qui ne lui en ont pas envoyé depuis 5 ans. Mais quand elle a découvert ce que Noël avait fait, quand elle a lu les messages de la conversation de groupe, vu les publications, écouté mon message vocal où ma voix se brisait en essayant d'expliquer, elle n'a pas hésité. Je lui envoie une lettre, a-t-elle dit. Pas pour être cruelle, juste pour qu'elle sache quel genre d'homme elle a jeté. Je n'ai pas demandé ce qu'elle avait écrit. Je n'en avais pas besoin. Tout ce que je sais, c'est que Noël l'a reçu 3 jours plus tard, remise en main propre avec une copie de la compte annulée de notre salle de réception, la liste des RSVP avec la plupart des noms maintenant barrés, et une photo que ma mère avait gardée d'il y a des années. Moi, enfant, tenant une pancarte faite à la main qui disait « Je crois en la gentillesse ». Noël m'a texté un seul mot après ça. Pourquoi? Je n'ai pas répondu. Elle a déménagé le week-end suivant. Pas de grande scène, pas d'excuses, juste un taxi qui attendait en bas et quelques coups discrets à la porte pour me faire savoir qu'elle prenait ses affaires. Elle a laissé la clé sur le comptoir, à côté d'une bougie que je lui avais achetée pour la Saint-Valentin précédente. La mèche n'avait jamais servi. J'ai gardé l'appartement, changé les serrures, et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des lustres. Du soulagement. Pas la victoire, pas la rancune, juste la légèreté de ne plus être lié à quelqu'un qui me voyait comme faible simplement parce que j'étais doux. Qui a confondu la gentillesse avec de la bêtise? Qui a sous-estimé le type calme avec ses tableurs à code couleur et son rire nerveux? Noël et Trey, ils n'ont pas duré. Un ami commun m'a dit que Trey l'avait ghosté la semaine après que le forum a fuité. Le mot a circulé. Elle a perdu quelques amis et, d'après ce que j'ai entendu, elle fait profil bas depuis. Je ne lui souhaite aucun mal, mais j'espère qu'elle a appris quelque chose. Quant à moi, j'ai commencé une thérapie. J'ai adopté un chien nommé Maple qui mâche mes chaussures et qui, d'une manière ou d'une autre,
rend l'appartement plus chaleureux. J'apprends à m'exprimer, à dire non, à arrêter de m'excuser d'exister. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans mon histoire, je veux juste dire ceci, on n'a pas besoin d'être bruyant pour être fort. On n'a pas besoin de se venger pour avancer. Parfois, la sortie la plus silencieuse laisse l'écho le plus fort. Merci d'avoir suivi le déroulement de cette histoire sur Reddit Confession. Si vous avez déjà été témoin d'un moment fou de l'histoire, quelque chose qui a changé votre perspective ou vous a rendu plus fort, partagez-le dans les commentaires. Nous serions ravis d'entendre vos histoires aussi. À la prochaine fois.